Tout au long de notre vie, on nous a raconté la même histoire sur le 19e siècle. Une époque de vapeur, de charbon et de grandes révolutions industrielles. Un temps où l'humanité, enfin remise du marasme des siècles passés, semblait avoir réappris à construire d'immenses et magnifiques bâtiments, à tracer des voies ferrées et à remplir le monde de nouvelles technologies. Mais que se passerait-il si cette version communément admise n'était qu'une façade, une mince couche recouvrant quelque chose de bien plus vaste, ancien et troublant? Pour s'en rendre compte, il suffit de baisser les yeux et d'observer ce qui se trouve sous nos pas. Si vous vous promenez dans les vieilles rues de Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris, New York ou Istanbul, vous serez inévitablement confronté à la même énigme architecturale. Des bâtiments dont les rez-de-chaussée ont entièrement ou partiellement été ensevelis sous la terre. Des fenêtres qui, selon toutes les règles, auraient dû se trouver au niveau du sol, sont devenues des ouvertures de sous-sol. Et des portes, par lesquelles les gens entraient autrefois, mènent maintenant à de profondes et sombres cavités, comme des entrées de grottes. Parfois, on a l'impression que des immeubles entiers ont en quelque sorte glissé, s'enfonçant dans le sol de 2 à 3 mètres. La science officielle propose une explication simple et apparemment logique. Il s'agirait de couches culturelles ou d'un surhaussement artificiel des rues. Selon cette théorie, des siècles de vie urbaine, l'accumulation constante de déchets, de dépôts routiers et de cendres de cheminées, auraient progressivement, lentement et inexorablement élevé le niveau du sol. Mais cette version s'effondre dès qu'on observe les détails, sans se laisser tromper par la première impression. Comment une couche culturelle pourrait-elle recouvrir de manière aussi uniforme et parfaite les rez-de-chaussée de villes séparées par des océans, en Europe, en Amérique et en Asie? Pourquoi voit-on des bâtiments enterrés même là où il n'y avait pas de route très fréquentée, ou dans des villes fondées relativement récemment, qui n'avaient pas eu le temps d'accumuler un dépôt suffisant? Les preuves tangibles se trouvent dans les vieilles photographies et gravures du milieu du 19e siècle. On y voit souvent non pas des ouvriers construisant des fondations et des socles, mais des gens effectuant un travail ardu, déterrer des murs et dégager des rez-de-chaussée. Ils ne posent pas de briques pour un nouveau socle. Ils retirent des mètres de terre compacts et pressés pour libérer des ouvertures et arcs existants, souvent parfaitement conservés. Ce n'est pas un processus de construction, c'est un processus de fouille à grande échelle. Ce phénomène est trop global et trop homogène pour être simplement le résultat de problèmes communaux ou d'un lent amas de déchets aux 4 coins du monde. Quelque chose d'incroyablement puissant et catastrophique a recouvert des métropoles entières d'une couche uniforme de sédiments. La seule hypothèse qui peut expliquer ce tableau est celle du déluge de boue. Pas un mythe, mais un événement géologique catastrophique, peut-être lié à une activité sismique ou cosmique intense. Cet événement aurait déplacé massivement d'énormes volumes d'eau, d'argile et de sable. Ce flux aurait déferlé sur la planète, remplissant les dépressions et les rez-de-chaussée de tous les bâtiments, laissant derrière lui plusieurs mètres de sédiments lourds et humides. Si tel est le cas, notre civilisation moderne, que nous considérons comme le produit des 2 derniers siècles, n'est en réalité qu'une fine couche superficielle, construite directement sur les ruines d'une époque précédente, puissante et tragiquement ensevelie. Mais alors, qui a construit ces bâtiments? C'est là la question la plus intrigante. Si l'on suppose que la catastrophe a vraiment eu lieu, les monuments monumentaux que nous attribuons à tort au boom industriel du 19e siècle ne sont pas de nouvelles constructions, mais des fragments miraculeusement préservés ou des vestiges à peine dégagés de cette civilisation disparue. Observez les bâtiments officiellement érigés au milieu ou à la fin du 19e siècle. Des gares majestueuses, des hôtels de ville impressionnants par leurs dimensions, des gigantesques musées et bibliothèques. Ces édifices sont réalisés dans un style classique ou néo-renaissance, avec une géométrie parfaite, d'énormes colonnes, des arcs et un ajustement millimétrique de blocs de pierre pesant plusieurs tonnes. Nous parlons d'une époque où l'industrialisation, en Europe et Amérique, n'en était encore qu'à ses débuts. Les constructeurs de l'époque, utilisant la traction animale, des treuils rudimentaires et un travail essentiellement manuel, pouvaient-ils ériger de tels maîtres d'œuvre de pierre, parfaits et colossaux? Et pas seulement 1 ou 2, mais des milliers, dans des dizaines de pays, presque simultanément. La question devient encore plus aiguë lorsque l'on cherche des traces de leur travail. Où sont les carrières anciennes, les traces de l'extraction de quantités massives de granit, marbre ou grès? Où sont les milliers de plans, documents techniques et calculs d'ingénieurs détaillant comment lever ces blocs de plusieurs tonnes à des dizaines de mètres de hauteur?
Où sont les preuves de gigantesques brigades spécialement formées et de machines de chantier complexes qui auraient dû fonctionner des décennies pour achever ces projets? Comment se fait-il que dans les archives, l'information sur le processus de construction soit totalement absente, hormis des dates de début et de fin? Les délais officiels pour la construction de complexes aussi complexes que la cathédrale de Kazan ou les bâtiments des expositions universelles sont souvent incroyablement courts, seulement 5 à 10 ans. À titre de comparaison, les projets modernes, même avec la technologie la plus avancée, durent des décennies. La vitesse de construction de quartiers entiers au XIXe siècle, prétendument construits de zéro, paraît absolument impossible. Cela suggère, peut-être n'ont-ils pas construit, mais simplement restauré ou dégagé. Ils n'ont pas créé la civilisation, mais occupé et adapté une infrastructure déjà existante, endommagée, mais miraculeusement préservée après une catastrophe globale. Si cette architecture est l'héritage d'une époque plus avancée, cela signifie qu'à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le monde n'a pas seulement été confronté à un cataclysme naturel, mais aussi à une véritable dévastation. Ce constat soulève la question suivante, la plus troublante et urgente. Qu'est-il advenu de la population qui a construit tout cela et y vivait? Ainsi, nous avons établi que de nombreux monuments du XIXe siècle sont probablement des ruines dégagées et non de nouvelles constructions. Cela implique qu'une force globale a détruit la civilisation et pas seulement recouverte ses vestiges. Mais où est passée la population capable de créer une telle architecture sophistiquée? Cette question nous conduit aux témoignages archivés les plus inquiétants. Dans de vieux journaux datant du début du XIXe siècle, on peut trouver des articles qui, à la lumière de notre hypothèse, prennent tout autre sens. Par exemple, nous avons découvert un article dans l'Alexandrie Gazette en 1816. Dans cette courte mais bouleversante note, il n'est question ni de victoire ni de découverte. Elle décrit une destruction étrange, soudaine et massive qui a trappé Rome. En relisant ce texte, une inquiétude ne peut manquer de nous saisir. Sur une période de seulement 22 ans, Rome aurait perdu un tiers de sa population, selon ses témoignages. Et le texte ne mentionne ni guerre ni épidémie, mais une étrange atmosphère nuisible. Les palais désertés évoqués plus haut se sont transformés en abris pour bergers, et les majestueuses ruines antiques ont été utilisées pour le pâturage du bétail. Décrire Rome ainsi, alors qu'elle aurait dû, selon l'histoire officielle, être un des centres de la Renaissance européenne, ressemble à un tableau de monde post-catastrophe ou post-apocalyptique. Quelle était donc cette atmosphère nuisible, et pourquoi a-t-elle provoqué une diminution aussi brutale et massive de la population? L'article contient encore d'autres détails importants. Il y est mentionné que le Vatican était en ruine dès 1813. Cela contredit radicalement la chronologie officielle, qui affirme que le Vatican a pris sa forme actuelle bien plus tard. De tels anachronismes dans les documents anciens sont des indicateurs précieux que l'histoire telle qu'on nous la raconte pourrait avoir été sérieusement modifiée, voire falsifiée. Quant à la mention du mot tartare dans le contexte des ruines et de la dévastation romaine, elle résonne comme un écho d'un drame historique plus vaste que l'on aurait consciemment cherché à effacer de la mémoire collective. Rome, dans ce contexte, n'est pas la seule victime. Sa dépopulation et sa ruine ne représentent pas un déclin local, mais un fragment d'un phénomène global. Si des villes ont été recouvertes puis rapidement dégagées, il est logique qu'elles aient été temporairement inhabitables. Cela nous amène à un autre indice tout aussi troublant. Les preuves visuelles capturées par les premiers photographes. Si l'on observe les premières photographies de Paris, Londres, New York ou Moscou, prises au milieu du XIXe siècle, elles frappent par leur vacuité absolue et inquiétante. Des rues aujourd'hui bondées de véhicules et de passants apparaissent sur ces images comme des scènes de films catastrophes. Il n'y a pas seulement l'absence de personnes, mais aussi de carrioles, de chevaux, de charrettes, de marchands, bref, tout ce qui constitue normalement l'agitation d'un centre-ville actif. La version officielle explique cela simplement. Longue exposition. L'idée serait que l'appareil photo aurait laissé disparaître tous les objets en mouvement. Mais cette explication ne tient pas. Si l'exposition était si longue, il resterait au moins des silhouettes floues de piétons ou, surtout, les contours nets des objets immobiles.
Où sont donc les charrettes garées, les tonneaux, les lampadaires de rue immobiles et les marchands attendant des clients? La vacuité de ces rues est totale. Elle ne témoigne pas d'une défaillance technique, mais de la réalité de l'époque, un monde post-catastrophe où la population avait été réduite à un minimum critique. Les témoignages d'artistes viennent corroborer cette idée. Du XVe ou XIXe siècle, peinture et gravure regorgent de représentations de ruines, paysages dévastés, immenses structures antiques englouties par la nature. Des artistes comme Piranesi, Robert ou Friedrich ne créaient pas simplement de romantiques antiquités. Ils ont peut-être représenté ce qu'ils voyaient réellement, un monde couvert de ruines que l'on commençait seulement à explorer et à dégager. Ils ont immortalisé un monde post-traumatique, où les villes étaient en phase de fouille et non pas en pleine construction active. Ainsi, en comparant les rez-de-chaussée ensevelis, l'architecture monumentale non dégagée et le désert démographique soudain consigné dans les journaux et sur les premières photographies, le tableau devient cohérent. La catastrophe semble avoir non seulement recouvert, mais aussi presque entièrement fait disparaître la population précédente. Le monde s'est retrouvé libre, représentant un immense terrain de construction prêt à être repeuplé. Mais par qui et comment? Et surtout, comment a-t-on effacé toute trace de cet événement? Cela a nécessité une opération grandiose, orchestrée, un véritable théâtre des illusions. Nous avons découvert que d'immenses villes ont été recouvertes et vidées, et que leur architecture monumentale est très probablement un héritage ancien. Il reste désormais à comprendre comment ce monde désert et détruit a été insufflé d'une nouvelle vie, et surtout comment toute connaissance de la catastrophe a été effacée. Cela a exigé non seulement une restauration, mais un véritable théâtre des illusions d'ampleur colossale. Une place centrale dans cette mise en scène revient aux expositions universelles, qui se sont succédées à une fréquence incroyable dans le monde entier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Paris 1889, Chicago 1893, Saint-Louis 2004. Imaginez, en quelques années seulement, d'immenses complexes palatiaux incroyablement détaillés surgissaient à partir de terrains vierges. Ils ressemblaient à des chefs-d'œuvre de l'Antiquité et du classicisme, comparables en grandeur et en beauté aux cathédrales ou aux anciens temples. Des milliers de tonnes de marbre, des colonnes, des arcs travaillés, des fontaines, des pavillons ornés de sculptures et de moulures sophistiquées. Et tout cela se construisait à une vitesse stupéfiante, presque incroyable. L'histoire officielle prétend que tous ces bâtiments ont été construits en bois et plâtre. Il s'agirait soi-disant d'une architecture temporaire, factice, destinée à montrer des prouesses technologiques. Mais regardez les photographies, ce ne sont pas des décors en plâtre, on y voit des fondations massives en béton, des murs solides en briques, d'imposants tunnels souterrains, des pavés parfaits et des réseaux techniques complexes. Quel sens aurait de construire des pavillons temporaires avec une telle durabilité et un tel niveau de détail monumental? Le plus choquant se produit après la clôture des expositions. Ces chefs-d'œuvre architecturaux qui auraient pu devenir la fierté de n'importe quelle ville et la servir pendant des siècles étaient typiquement détruits. En quelques mois à peine, ils étaient soit démantelés, soit, plus suspect encore, brûlés entièrement. Qui construit un bâtiment comparable à un palais antique pour le détruire immédiatement après la fin de l'événement? Cela semble économique, logique et surtout historiquement absurde. L'hypothèse clé est que ces complexes d'exposition n'étaient en réalité pas de nouvelles constructions, mais des ruines dégagées d'une civilisation précédente. Plutôt que de passer des années à construire, les organisateurs pouvaient utiliser des bâtiments déjà existants, légèrement endommagés mais survivants après la catastrophe. Ils effectuaient de vastes opérations de dégagement, restauraient les façades, redonnaient rapidement un éclat temporaire et les présentaient comme des preuves de leur soi-disant avancée technologique. C'est pourquoi, sur de nombreuses photographies anciennes liées à la préparation des expositions, les ouvriers ne construisent pas de nouveaux murs, mais s'affairent à des gigantesques travaux de terrassement, autrement dit, à des fouilles. Le but de leur destruction ultérieure était simple et brutal. Les expositions servaient de rideau final sur une époque révolue. Elles permettaient au nouveau pouvoir de montrer au public la grandeur qu'il prétendait avoir créée, pour ensuite faire disparaître ces artefacts et effacer toute mémoire de leur véritable créateur. Si ces palais étaient restés debout, ils auraient été un reproche éternel et muet, une preuve que la nouvelle civilisation n'a pas été bâtie de rien,
mais sur les ruines d'une autre. Ainsi, les expositions universelles n'étaient pas des célébrations du progrès, mais des actes contrôlés et scénarisés d'appropriation et de destruction du patrimoine. Mais pour ancrer pleinement cette nouvelle version de l'histoire, il ne suffisait pas de détruire les témoins architecturaux, il fallait effacer la mémoire de la géographie et de l'histoire elle-même. Et cela nous conduit à la partie suivante, tout aussi cruciale du plan, les recensements du monde. Nous avons découvert que des villes majestueuses avaient été recouvertes, que la population avait diminué et que les témoins architecturaux d'époques disparues avaient été exposés, puis détruits lors des expositions universelles. Tout cela indique une prise et un redémarrage délibéré du monde. Mais pour que cette appropriation réussisse, il ne suffisait pas de détruire les preuves matérielles, il fallait mener un recensement total du monde. Effacer la mémoire de la planète avant la catastrophe et remplacer la population qui aurait pu connaître la vérité. La première étape de ce recensement toucha la géographie elle-même. Regardez les cartes anciennes réalisées par Mercator, Bleu ou d'autres cartographes avant le milieu du XIXe siècle. Elles montrent une configuration des continents et des eaux intérieures totalement différentes. On y voit souvent de vastes mers intérieures, d'énormes marécages ou des lacs en Asie centrale et en Sibérie qui semblaient devoir être des éléments stables du paysage. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, ces mers et marécages disparaissent mystérieusement ou se réduisent fortement. À la lumière de l'hypothèse du déluge de boue, ces anciennes cartes apparaissent non pas comme des erreurs, mais comme les témoins d'un monde prédélugé, où l'eau était bien plus abondante. Le fait géographique et historique le plus choquant concerne l'empire de Tartarie. Il figurait sur les cartes pendant des siècles, couvrant d'immenses territoires eurasiatiques. Il ne s'agissait pas d'un État mythique, mais d'une entité réelle cartographiée. Et soudain, vers les années 1870, elle disparaît. Elle ne s'effondre pas suite à une guerre, elle n'est pas conquise, elle disparaît simplement de l'histoire officielle et des manuels, comme si elle avait été effacée d'un trait de mémoire. Effacer la géographie et l'histoire nécessitait un contrôle total de la démographie. Et c'est ici que nous arrivons à l'élément le plus sombre et tragique du redémarrage. Les trains des orphelins. Entre 1854 et 1929, aux États-Unis, un vaste déplacement d'enfants a été organisé, souvent dans des conditions terribles, des villes de l'Est, New York, Boston, vers le Midwest et l'Ouest. Selon diverses estimations, jusqu'à 250 000 enfants furent déplacés. Officiellement, cela relevait de la charité, une tentative d'offrir aux orphelins de nouvelles familles. Cependant, l'enquête sur ce phénomène révèle des détails effrayants. Beaucoup de ces enfants n'étaient pas orphelins dans le sens strict. Nombre d'entre eux avaient des parents vivants, privés de leurs droits ou disparus lors d'un certain cataclysme. Les enfants étaient souvent distribués dans les gares comme des biens, à des fermiers cherchant une main-d'œuvre bon marché. Le motif de cette migration massive dépasse largement le cadre de la simple charité. Si la catastrophe a éliminé la majeure partie de la population adulte, les porteurs des anciennes connaissances, de la langue, des technologies et de l'histoire de la Tartarie, alors les enfants qui n'avaient aucun souvenir de leur passé devenaient un matériau de construction idéal et pur pour une nouvelle société. Séparés de leurs racines, ils s'assimilaient facilement à la nouvelle culture et à l'histoire officielle qu'on leur imposait. Il ne s'agissait pas simplement d'une œuvre de charité, mais d'un clonage démographique visant à créer une société nouvelle et dépourvue de mémoire. Et dès que ces matériaux de construction étaient répartis et que les ruines exposées puis détruites, commençait le processus même de l'implantation du nouvel ordre mondial. Après les années 1850, nous observons l'apparition explosive et synchronisée d'institutions qui auparavant n'avaient jamais exercé un tel pouvoir centralisé. Surgissent soudainement des banques centrales dans leur forme moderne, des archives nationales qui commencent à unifier et codifier l'histoire, des universités d'élite formant l'élite scientifique et administrative, et bien sûr des multinationales. Tout cela émerge presque simultanément, comme selon un plan unique et préétabli. Cela ne ressemble pas à un progrès organique, mais à une prise de contrôle de la gestion mondiale. C'est également à cette époque que se produit la rupture architecturale. La monumentalité, l'harmonie et la géométrie parfaite caractéristiques de la première moitié du XIXe siècle cèdent la place à des constructions fonctionnelles, souvent sans expression, en briques et béton. Ce n'est pas qu'un changement de style, c'est une perte de savoir. Les connaissances en acoustique, en proportion idéale, en géométrie sacrée qui étaient intégrées dans les bâtiments grandioses, disparaissent.
Des tentatives d'inventeurs comme Nikola Tesla pour relancer l'idée de transmission d'énergie sans fil, qui pouvait être un héritage de l'ancien monde, sont déclarées comme folles, et leurs travaux, incompatibles avec la nouvelle économie basée sur les hydrocarbures, sont détruits. Les nouvelles élites, survivantes de la catastrophe, ne dépensaient pas de ressources à construire à partir de zéro, elles prenaient le contrôle des ruines survivantes de l'ancienne civilisation. Et pour consolider leur pouvoir, elles devaient effacer le passé. C'est ainsi que furent créées des chronologies officielles, des manuels scolaires d'État, des mythes nationaux destinés à devenir la seule version de la réalité. La Tartarie disparaît des cartes. Le Colisée et le Sphinx se retrouvent accidentellement sous terre et sont précipitamment dégagés. Les orphelins sont privés de leurs racines. L'architecture perd sa grandeur. L'histoire perd sa vérité. Ainsi, le Nouveau Monde n'est pas né d'un progrès progressif ou de la révolution industrielle. Il a été imposé sur les ruines de l'Ancien après une catastrophe globale dont la mémoire a été soigneusement effacée. Tout ce qui nous paraît être le progrès et le fondement du monde moderne n'est que des fragments soigneusement sélectionnés et appropriés par ceux qui ont pris le pouvoir dans un monde dévasté. Et la vérité est toujours là, elle nous attend sous la couche de mou, dans les anciennes cartes, dans les fenêtres murées, dans les histoires oubliées de centaines de milliers d'enfants. Notre tâche est de creuser pour découvrir ce qui nous a été caché. L'histoire vit tant qu'on la raconte. Abonnez-vous. Ce qui va suivre, vous ne l'avez jamais entendu auparavant.